Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports de Radio Foot International sur RFI, bien sûr, dans votre radio. Et pour ceux qui veulent nous voir toujours en vidéo et notamment sur notre page Facebook de RFI, avant ou surtout après l'émission. Le Paris Saint-Germain à 48 heures d'un rendez-vous historique en cette année étrange. Neymar, Mbappé et leurs camarades peuvent-ils ramener de Lisbonne le trophée tant rêvé par ses joueurs mais aussi par leurs dirigeants et leurs supporters? Nous vous donnerons les raisons de croire au PSG, même si en face se dresse l'ogre bavarois, le vénérable Bayern Munich, grand club européen aux 5 coupes européennes. Son attaque de feu et qui disputera sa 11e finale. PSG-Bayern, force et faiblesse. La reprise en Ligue 1 après 23 semaines d'arrêt. Le championnat de France reprend ce soir dans l'Hexagone. Les clubs français sont les premiers à reprendre, mais déjà l'épée de Damoclès du coronavirus est à l'œuvre. Des affiches reportées, des tribunes remplies au minimum. Quelle est donc cette saison qui débute ? Ils sont là, vos deux amis que vous aimez bien et face à face aujourd'hui dans le grand studio de RFI. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie et bonjour Xavier Barré. Rémi, vous êtes en blanc là, le Real joue pas ? Ah, le Real ne joue pas, mais c'est parce que je vois finale. une nuit d'ange, un week-end d'ange, et puis c'est le Real qui va accompagner Paris, parce qu'au moins c'est une équipe qui était dans notre groupe, donc c'est à peu près le c'est groupe. Pareil. Voilà, c'est la même chose, hein. C'est pour dire que notre groupe était compliqué. Xavier Barré, on se console comme on peut. Bonjour Annie, bonjour Rémi, bonjour à tous. Oui, effectivement. Moi j'ai mis du bleu et du rouge, couleur de Paris. Oui. Mais c'est aussi celle de la Bavière. Bon. C'est aussi celle de la crois. Bavière. Donc, Bonjour Alejandro Valente. Bonjour. Bon, vous êtes neutre, hein, comme d'habitude. Toujours. Le réfé. Neutre, lui. Alors là, ah oui. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission fidèlement. Alice Ménard est à la réalisation. Yann est à la réalisation vidéo. On se retrouve tout de suite. Radio Foot, c'est parti. C'est la fin, le PSG est en finale. Vous ne rêvez pas, messieurs. Paris est en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Et c'est fini, le Bayern Munich est en finale de la Ligue des Champions. Le Bayern défiera le Paris Saint-Germain dimanche dans une finale de rêve. Une affiche prestigieuse pour une finale européenne. Dimanche soir donc dans l'Estadio da Luz de Lisbonne se retrouveront les prétendants au titre de champion d'Europe. D'un côté, le Paris Saint-Germain, enfin le nouveau riche qui, l'année de ses 50 ans, voit aboutir le projet lancé par ses investisseurs venus du Qatar en 2011. De l'autre, le Bayern Munich, un club historique d'Allemagne, un aristocrate qui a donc déjà remporté 5 fois cette coupe européenne puisqu'il a 5 broderies sur son maillot. À Lisbonne, personne ne peut assister au match, c'est à huis clos. Mais Cédric de Oliveira, notre envoyé spécial, a rencontré quelques passionnés de football qui ont choisi leur camp. Moi, pour le PSG, pour Neymar, Mbappé, Di Maria, qui a longtemps joué ici au Benfica. Pour Paris Saint-Germain, parce qu'ils n'ont jamais gagné, et le Bayern a déjà gagné, alors j'aimerais pour le PSG. J'ai de la famille à Paris. Je préfère Paris parce que j'aime beaucoup Neymar, un futur vainqueur du Ballon d'Or. Et puis Di Maria, Mbappé, un joueur très efficace. L'équipe du Paris Saint-Germain me paraît bien meilleure. Et par ici, toute la France sera-t-elle derrière le Paris Saint-Germain? Pour Bernard Tapie, qui répond à une interview dans Le Parisien ce matin, les supporters parisiens méritent de vivre eux aussi cette aventure de remporter une coupe. Et cela n'enlèvera rien à la victoire marseillaise de 1993, estime l'ancien président de l'OM. Souvenez-vous. C'est le premier corner pour l'Olympique de Marseille. Abedi Pelé pour le tirer. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau. Et but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Eh bien, c'est le moment idéal. On attend le coup de sifflet libérateur de Monsieur Rotlisberger. Et c'est fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. La malédiction des 38 années est passée. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe.
C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC par 1-0. Quelle soirée! Quelle soirée, mes amis! Quelle soirée cette nuit de 1993. À Marseille, évidemment, on se souvient. Nos confrères de la Provence ont promené leur micro sur le Vieux-Port pour savoir si les Marseillais vont soutenir Paris. Paris n'a jamais gagné une Champions League, donc depuis le temps qu'il court après, il serait temps qu'il la gagne. Même si on est du Sud, on est avec le PSG. Parce que c'est une équipe française, donc on préfère quand même que ce soit une équipe française qui gagne. Pour le Bayern, je me sens allemand en ce moment. Donc ouais. J'ai ce côté allemand qui ressort qui fait que je serai pour le Bayern, obligé. Bayern, parce que pas Paris, pas moyen. Alors, très bonne question. Derrière le PSG. Pourquoi? Parce que Paris, ça représentera la France par rapport à l'Allemagne. Le Bayern. Ah, je suis Marseillais, je peux pas. C'est anticonstitutionnel chez moi, c'est pas possible. À jamais les premiers. À jamais les premiers, c'est Marseillais. Alors encourageons tous le Paris Saint-Germain, 5e club français à disputer cette finale. De grands clubs ont précédé le Paris Saint-Germain, Reims, Monaco, Marseille donc et Saint-Étienne, qui justement avait retrouvé le Bayern de Munich en 1976. On s'en souvient tous de ces poteaux carrés à Glasgow. Une 3e finale européenne en tout cas pour le Paris Saint-Germain, une perdue en 1997 face au Barça. C'était en Coupe des Coupes, puis celle qu'ils avaient gagnée, c'était en 96, un an avant, face au Rapide de Vienne. Ils sont à 90 minutes de l'emporter. Ont-ils les armes psychologiques, Rémi Ngono? Est-ce qu'ils ont l'expérience pour eux, cette équipe maintenant? Oui, ils ont sérieusement de l'expérience parce que ce n'est pas déjà de très jeunes joueurs en dehors de Mbappé qui d'ailleurs a déjà presque tout remporté. Mais quand on essaie quand même, mais quand on essaie quand même de regarder sur toutes les lignes, c'est une équipe où il y a déjà des gens qui ont même remporté la Ligue des Champions. C'est-à-dire, vous aurez par exemple Navas comme gardien de but, ancien gardien de but du Real Madrid, qui a déjà remporté des Ligues des Champions 3. Vous aurez Di Maria qui en a déjà remporté. Vous avez d'ailleurs aussi quelqu'un qui est très très expérimenté aujourd'hui, c'est-à-dire que Neymar, qui a beaucoup souvent manqué des grands matchs décisifs du Paris Saint-Germain et qui a quand même appris à remporter des finales. C'est-à-dire qu'en 2013, vous avez vu comment est-ce qu'il s'est comporté pendant la Coupe des Confédérations remportée par le Brésil, comment est-ce qu'il a joué la finale des Jeux Olympiques. Donc c'est un joueur qui a... Il a gagné aussi la Ligue des Champions. Il oublie la Ligue des Champions avec le Barça quand même, mais bon, rien que ça. Et surtout également, on a pu quand même constater on a quand même pu constater que depuis son départ du Barça, le Barça ne parvient pas à passer un certain cran au niveau de la Ligue des Champions. Ce qui signifie qu'en réalité, c'est Neymar qui était l'homme fort du Barça, et ce qui veut dire qu'il a beaucoup d'expérience et beaucoup de sérénité qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain. On va y venir sur Neymar plus précisément. Xavier, vous pensez aussi que l'heure qui sonne pour le Paris Saint-Germain, c'est un bon moment? Il y a tout un tas de coïncidences qui font que le PSG se présente dans de bonnes conditions pour jouer cette finale et la remporter. Mais parmi toutes ces expériences qu'énumérait Rémi Ngono, il y en a une qui l'oublie, c'est l'expérience collective. Or, le PSG, malheureusement, n'a jamais atteint la finale de la Ligue des Champions jusqu'à présent. Et surtout, ces dernières années, ils en étaient même très loin. Donc, cette expérience collective, à l'inverse, le Bayern de Munich là, alors même si les joueurs ont changé, il y en a encore qui sont là. Et ils ont été en finale en 2011, ils l'ont gagné ils ont été en finale en 2012, ils l'ont gagné en 2013. Enfin bon, voilà, c'est une équipe qui est régulièrement dans les grands rendez-vous, qui a cette culture de la gagne. Le Paris Saint-Germain veut l'avoir. Ils sont en train de démontrer qu'ils ont le potentiel pour l'obtenir, mais ils n'ont pas ce passé glorieux du Bayern. Alors bien sûr, un jour, et j'espère le plus tôt possible, pourquoi pas ce week-end, ils vont y arriver. Mais c'est encore quelque chose qui manque. Et on a vu ces dernières années en Ligue des Champions qu'il est très difficile d'intégrer le cercle des aristocrates, comme vous disiez Annie, des aristocrates de la compétition. Sauf que cette année, peut-être justement, c'est sans doute Alejandro, sans doute peut-être leur chance, cette configuration cette année qui fait que tout est étrange et donc le Paris Saint-Germain pourrait peut-être en profiter. Absolument, je pense qu'effectivement le PSG a toutes ses chances, même si objectivement le Bayern reste quand même le favori. Vous parliez des aristocrates contre les nouveaux riches, mais c'est vrai que les choses ne sont pas aussi claires que ça. C'est-à-dire que les aristocrates du Bayern ont appris quand même à
a attiré des investisseurs fortunés. C'est souvent les grandes sociétés allemandes qui ont enrichi les Bayern dernièrement. Donc c'est des aristocrates qui ont quand même avancé dans le chemin de la richesse et de la fortune. Et donc parfois il y a un peu de mauvaise foi dans la façon qu'a le Bayern de pointer le PSG, même si le PSG c'est autre chose, parce que c'est un club État en fait, puisque c'est pas des riches investisseurs, mais c'est carrément un État étranger qui a fait sa fortune. Mais bon, sur le terrain, les deux équipes ont des armes qui ne sont pas équivalentes, mais qui peuvent se valoir, et les deux ont leur chance. Alors justement, examinons les raisons sportives de croire à la victoire du Paris Saint-Germain, avant évidemment de voir les raisons d'y croire du côté du Bayern. Le PSG a son effectif au complet, avec des joueurs qui reviennent de blessures, mais qui sont bien là, même s'ils ne seront peut-être pas tous titulaires. Mais Thomas Tuchel a sans doute son 11 idéal. Neymar, bien sûr, hein, qui a été tellement absent. Verratti aussi. On verra Navas. Marco Verratti, justement, le petit hibou, comme il est surnommé, qui est au PSG le symbole de ce projet des Qatariens. Et il veut évidemment y croire. Incroyable, parce que ça fait 8 ans que je suis ici. C'était dur avant, mais c'est normal parce que la Champions League, c'est toujours comme ça. Et cette année, jusqu'à maintenant, on a eu un parcours incroyable. Maintenant, il nous reste 90 minutes. Ce seront les 90 minutes plus importantes de notre histoire de footballeur, de l'histoire du club. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer, il faut bien préparer cette match parce qu'on rencontre une grande équipe qui a la même envie de gagner de nous. C'est pour ça qu'il faut être préparé, il faut s'entraîner au maximum et chercher cette victoire. Xavier, vous parliez d'effectifs justement et du vécu de cet effectif. Alors c'est vrai que là, c'est peut-être le moment idéal pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Oui, mais clairement, de toute façon, ces joueurs sont venus à Paris pas pour être champions de France ou pour gagner la Coupe de la Ligue. Ils sont venus pour gagner la Ligue des Champions. Bon, ils l'ont déjà gagné ça cette année, donc ça va, et voilà. Le championnat aussi. Donc arriver en finale, c'est l'ultime étape avant de remplir cette mission qui leur a été confiée à coup de millions pour les recruter et pour les payer, parce qu'ils ont aussi des très gros salaires. Donc aujourd'hui, s'ils veulent, entre guillemets, justifier le défi sportif qui peut paraître aux yeux de certains un peu cheap, quand on peut éventuellement aller à Barcelone, au Real Madrid, à Manchester United, au Bayern, qui sont des clubs qui ont un palmarès supérieur et un nom plus prestigieux, c'est de gagner cette Ligue des Champions. C'est l'objectif, clairement. Donc c'est visiblement ce qui se passe ce mois-ci, enfin ces dernières semaines avec le PSG. Ils ont créé une union sacrée, tous les joueurs, pour gagner ce trophée. Et ça s'est noué pendant le confinement. Il y a un groupe WhatsApp, comme dans pratiquement tous les clubs. Toutes les équipes ont des unions sacrées quand elles sont en finale, non ? Oui, mais pour y arriver, il faut s'y mettre avant. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Il y a un groupe WhatsApp au Paris Saint-Germain entre les joueurs, comme dans pratiquement tous les clubs aujourd'hui. Et donc, dans ce groupe WhatsApp, sous l'impulsion de Neymar et de Mbappé, ils se sont lancés ce défi. Cette année, la Ligue des Champions, on va y aller, on va la gagner. Ils se sont lancés alors qu'ils étaient confinés et donc ils ne pouvaient plus s'entraîner. Qu'ensuite, cette saison que vous évoquiez un peu spéciale, c'est précisé. Et donc, il y avait cette espèce de mission Coupe du Monde, cette mission commando. On y va pour la gagner. Et ils sont en passe de réussir leur pari. En tout cas, ils sont à 90 ou 120 minutes de y arriver. Et ça, c'est quand même assez formidable qu'un club qui a souvent été considéré comme un club un peu artificiel, avec des joueurs qui venaient juste là comme des mercenaires, sans grande motivation, sans attachement au maillot, eh bien, arrive à créer cette atmosphère pour arriver à cet objectif. Alejandro, les raisons d'y croire, c'est ce collectif effectivement qu'on a vu monter en puissance. Absolument. À l'issue des quarts de finale, on aurait pu se dire il n'y a pas photo. C'est vrai que le Bayern avait dominé très largement Barcelone 8-2, alors que le PSG avait souffert pour éliminer l'Atalanta. Mais à l'issue des demi-finales, les impressions sont un peu inversées. C'est-à-dire que le PSG, les deux équipes ont gagné 3-0, mais le PSG a donné une impression de maîtrise collective supérieure à celle du Bayern, qui n'a pas été aussi dominateur que ça face à Lyon et qui a plutôt eu un peu de chance à certains moments du match, alors que le PSG a dominé pendant 90 minutes. Donc aujourd'hui, je pense que le PSG effectivement est sur une dynamique qui peut le porter à la victoire. Rémi Ngono, vous en parliez de Neymar. C'est vrai que pendant longtemps, il a été, depuis qu'il était au Barça, ce troisième, on va dire, grand joueur qu'on mettait derrière Cristiano Ronaldo et Messi. Là, ils ne sont plus là. C'est toute la lumière et pour Neymar, pour le Paris Saint-Germain.
Oui, beaucoup de lumière pour lui, dans la mesure où il est quand même le détonateur de cette équipe. Il est celui qui, de tous ceux qui sont dans cette Ligue des Champions, peut déstabiliser n'importe quelle défense. C'est quand même 15 dribbles et demi par match. C'est largement le double de n'importe quel joueur. Donc maintenant, on voit également qu'il peut faire l'avant-dernière passe. On a quand même vu qu'il a réussi 2 passes décisives. C'est vrai qu'il manque cette fois-ci quelque chose qui devrait étonnant, être il lui le manque réaliste, à savoir le but. Concrétiser. Il ne parvient pas à concrétiser, alors que lorsqu'on essaie quand même de voir ces chiffres, ces statistiques, ces 70 buts avec le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui ne va pas cette fois-ci? Peut-être qu'il a gardé le reste pour la finale, parce que en toute chose, il faut considérer la fin. Peut-être qu'il s'est dit, bon, pour l'instant là, je vous donne des beaux gestes techniques, et puis à la fin, je mets le but qui va faire de moi que je passe comme un véritable leader de cette équipe qui a investi quand même 222 millions d'euros et qui doit cette fois-ci avoir un vrai Neymar. Alors Neymar, c'est 222 millions d'euros, mais Mbappé, c'est 181 millions. Et justement, on voit que quand l'un rentre et que l'autre est un peu à la peine, eh bien, ça fait un duo parfait. Ils se complètent, ils complètent le travail. Kylian Mbappé a bien conscience de leur force à deux. On s'entend très bien sur le terrain et en dehors, donc c'est important pour le collectif. C'est très agréable de jouer avec un joueur comme Neymar. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Déjà, on est à peu près dans la même tranche d'âge, on partage les mêmes délires en dehors. On arrive à rigoler ensemble, on se dit les choses franchement. Et on s'apprécie, le courant est passé immédiatement. On a su chacun rester à notre place tout en gardant un respect mutuel. Et on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir. Et je pense qu'on s'est amélioré aussi dans notre rapport aux autres. On est moins centré sur tous les deux. Je pense qu'on a su créer un contexte où on se soucie beaucoup plus des autres. Parce qu'on a compris que c'est avec les autres qu'on va réussir à gagner et on ne va pas gagner qu'à deux. Et oui, on ne gagne pas qu'à deux, même si on s'amuse ou si on prend du plaisir. On a le temps de s'amuser ou de prendre du plaisir au moment d'une finale, Xavier Barré? Oui, parce qu'il faut désamorcer. Naturellement, les joueurs, ils sentent cette pression. Naturellement, en plus maintenant, elle est énorme. Avec les réseaux sociaux, forcément, ils allument la télé, ils reçoivent des messages, ils en sont parfaitement conscients. Donc c'est important d'avoir une certaine confiance, une certaine atmosphère détendue autour. Vous citiez tout à l'heure Bernard Tapie, quand j'étais des jeunes journalistes à France Football au début des années 90, et il faut rappeler une chose, c'est que l'OM, avant de gagner cette Ligue des Champions en 1993 contre Milan, ils en avaient perdu une. Ils avaient perdu la finale 1991 contre l'Étoile Rouge à Paris. Et ils s'étaient mis une pression terrible pour cette finale contre l'Étoile Rouge et ils sont passés complètement à travers. Alors que pour la finale 93 à Munich contre le Milan, ils sont arrivés déjà en challenger, puisque Milan AC, c'était l'énorme équipe européenne à l'époque, c'était les favoris. Et donc, ils ont et Tapie le racontait d'ailleurs, ils ont préparé cette finale de façon tout à fait détendue, en relativisant beaucoup de choses par rapport à ce qu'ils avaient pu vivre 2 ans auparavant. Donc, il faut savoir effectivement se détendre, il faut savoir désamorcer un peu la pression naturelle qu'ils se mettent déjà. Et je pense que c'est ce que, quelque part, est en train de faire le staff du PSG. Ah non, là, je ne suis pas d'accord. Parce que ça... Non. Bien au contraire, ça demande une extrême concentration quand il fait ça. Moi, je me dis, il croit qu'il va à la cour de récréation, mais il va en guerre. Monsieur, il y a une guerre, un trophée à remporter. On va mettre le pied, on va faire ceci, on va souffrir. On ne va pas se faire plaisir dans une finale. Et d'ailleurs, ça vous rappelle le cas de Saint-Étienne qui avait voulu se faire plaisir devant le même Bayern, qui finalement faisait de belles passes et tout, mais ils avaient dominé. Mais ils ont fini par être coincés. Tout comme Lyon. Lyon est parti à une certaine période. Certes, ils ont bien attaqué, ils ont totalement mis de la passion, mais ils ont loupé quelques petites occasions. Si jamais, ce que j'ai vu Neymar faire, louper des occasions, ou Mbappé, qui n'est pas à 100%, ou rigoler comme je le vois en train de rigoler là, Bayern, c'est des tueurs. Il y a un proverbe africain qui dit... Le renard devant les moutons ne blague pas. Oui, à part que la question d'Annie, c'était la préparation du rendez-vous. C'était pas la finale en elle-même. Évidemment que sur le terrain, ils vont être à 100%, qu'ils vont être sérieux, motivés. Mais c'est préparer aussi en disant on prend plaisir. On se doute que là, ça va au-delà du plaisir. C'est toute cette préparation dans leur bulle. Ils sont dans leur bulle, dans leur hôtel à Lisbonne. Même le père de Neymar ne peut pas venir. Les agents sont interdits. Ils sont entre eux. Ils s'amusent. Ils ont du plaisir à être entre eux. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est de créer cette atmosphère, ce groupe, qui fait qu'ensuite, sur le terrain,
Là, au coup d'envoi, ils seront prêts à mourir, entre guillemets, l'un pour l'autre, effectivement. Mais jusqu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait vraiment du plaisir à être ensemble. Il ne faut pas que ce soit une corvée. Et on en parle beaucoup maintenant de ça, cette espèce d'ambiance, cette ambiance qui est créée dans les groupes avant les Coupes du Monde, avant les Euros, avant les Coupes d'Afrique des Nations. Il faut que ce soit la belle ambiance qu'il y avait au Barça, là, quand ils sont partis prendre 8 là. Ils étaient contents, ils rigolaient. Eh ben non, justement, il y avait une ambiance pourrie, il y avait une très mauvaise ambiance et ça s'est vu aussi sur le terrain. On le sait. En tout cas, Alejandro, c'est sans doute ce tandem qui peut poser un problème à la défense du Bayern Munich. C'est la vitesse et la complicité aussi énorme technique qu'il y a entre Mbappé et Neymar. Absolument, parce qu'on a vu que Toko Ekambi, pour ne citer que lui, avec sa vitesse, a posé tout seul qu'il était quelques soucis à cette défense du Bayern qui évolue très haut et qui laisse beaucoup d'espace. Donc on sait comment ils peuvent aller vite, Mbappé et Neymar, sans oublier Di Maria qui a été excellent l'autre jour. Donc effectivement, c'est là peut-être une des clés de ce match. On anticipe un petit peu un retour de Pavard en titularisation dans la défense du Bayern pour essayer de mieux maîtriser tout ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire douter, nous faire douter par rapport à la victoire? Quelles sont surtout les faiblesses face au Bayern? Le facteur, Xavier Barré, le facteur allemand dont on a tant parlé, on se souvient tous de la nuit de Séville de 1982 et la suite. On sait quand même que pour ce qui est des clubs français, pour ce qui est aussi des joueurs de football français d'une façon générale, même s'il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe du PSG. Il y en a plus au Bayern qu'au PSG. Oui, exactement. Mais il y a eu des changements quand même. Entre-temps, ce match France-Allemagne, on dit toujours, hein, vous vous souvenez de la phrase, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais ça a changé. Ça, déjà, la France qui élimine en 2006 à l'Euro, en 2016 à l'Euro, l'Allemagne. Et puis surtout, Coupe du Monde, il y en a déjà 2 pour la France, des clubs français qui gagnent, qui vont en finale. Leipzig qui vient de perdre. Oui, Leipzig était quand même un débutant aussi à ce niveau. Mais il y a plus, je pense, de complexe de la part des Français à l'égard des Allemands. Ce match n'existe plus, en fait. Le match de Séville... Non, mais le côté franco-allemand. Oui. Le fait que ce soit une équipe allemande en face. Non, après, ça dépend de quelle équipe allemande. Encore une fois, El Jefe faisait allusion à Leipzig. Aujourd'hui, Leipzig, c'est encore un nain sur la planète football. Là, c'est plus que l'Allemagne, c'est le Bayern. C'est une véritable institution. C'est un des 5 clubs le plus connus au monde et les plus riches d'ailleurs. Donc, on est un peu sur la même planète, à part que le Bayern a une vraie histoire et un palmarès que n'a pas le PSG. Donc, le PSG est vraiment dans la phase de conquête. Je ne pense pas que le PSG a de complexe à faire sur le terrain. Les joueurs n'ont pas de complexe à faire sur le terrain. Mais effectivement, pour le moment, les 2 clubs, le Bayern reste au-dessus au niveau notoriété. Ceux qui ne font pas de complexe, évidemment, ce sont ces Allemands du Bayern Munich. Et écoutons un des Français de leur effectif, un champion du monde même. Il s'agit de Benjamin Pavard. C'est une équipe très complète, mais nous aussi. On n'a pas à avoir peur de Paris. On sait que nous sommes une grande équipe. On le montre à travers nos performances. On est serein, on va se préparer tranquillement pour gagner dimanche. Personne ne nous fait peur. Donc voilà, nous sommes le Bayern de Munich. Voilà, on a fait une très grosse saison. Maintenant, il faut la concrétiser en gagnant cette Ligue des Champions et ça serait très beau. Ça serait très beau, on n'a peur de personne. Rémi, tout cela est peut-être personnifié par Thomas Müller, champion du monde en 2014, mais déjà on se souvient de lui à la Coupe du Monde en 2010 où il était le meilleur buteur. Et puis surtout, c'est sa 4e finale de Ligue des Champions et il en a déjà gagné une. Oui, et je dirais pas seulement lui. Il y a quand même un mur qu'on appelle Neuer derrière. Parce que, on va en parler après, Neuer. Mais Thomas Müller, quand même, quand on voit le rôle qu'il a surtout derrière Lewandowski, c'est quelqu'un qui sait disparaître dans un match, mais qui se retrouve un peu partout parce que, en fait... Qui est réapparu récemment. En plus. Voilà. En fait, la difficulté avec des joueurs comme Müller, c'est qu'on ne sait pas exactement où le trouver. Mais il se trouve toujours, lui, au bon moment, quand il faut, au bon endroit. Et au bon endroit, et il ne se loupe pas. Donc c'est pour ça que je dis qu'il a quand même beaucoup d'expérience par rapport à cette attaque du Bayern, où il faut quand même se le dire. Quand lui-même, dans cette équipe-là, vous allez voir que les 29 matchs successifs européens que le Bayern vient d'aligner sans défaite, donc 28 victoires à un seul nul, vous vous dites quand même que... C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés, ils sont conscients qu'ils peuvent gagner. Quel que soit l'adversaire qu'ils ont devant eux,
quel que soit, vous voyez, ça passe toujours à un quart de poil de mollet de fourmi pour combattre le Bayern. Et puis finalement, le Bayern vous tape par derrière, boum. Müller on l'a vu contre Lyon. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est véritablement, il a repris confiance, surtout avec la nouvelle formule dans le 4-2-3. Justement, vous parliez de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, c'est le buteur cette année de cette équipe allemande. La 88e minute, c'est une tête de Lewandowski. 3-0, Lewandowski, on peut enfin le dire. Robert Lewandowski. Lewandowski nous dit Tom Rossi, 68 buts en Ligue des Champions pour ce qui est de son expérience, 55 cette saison, toutes compétitions confondues. Alejandro, il y a lui et en plus il n'y a pas que lui, Lewandowski devant. Surtout il n'y a pas que lui parce que depuis le début du final 8, de cette phase finale à 8, il n'est pas si performant que ça devant le but adverse, Lewandowski. Donc on voit que le Bayern a une multitude d'autres solutions. Alors est-ce qu'il va atteindre les 17 buts qui semblent être l'objectif qu'il s'est fixé pour égaler la marque de Ronaldo? On ne sait pas, mais en tout cas, Lewandowski des 7 buts sur une même Ligue des Champions. Pèse sur la défense et ouvre surtout des espaces à d'autres joueurs qui sont tout aussi dangereux, en particulier Gnabry qu'on a vu, qu'on a remarqué face à Lyon. Oui, qui a marqué 2 buts face à Lyon. Gnabry, alors cette attaque, on va dire, et ces buteurs, Xavier Barret, face à la défense centrale, face à Thiago Silva et à Kimpembe, ça tient? L'attaque du Bayern ou la défense du PSG? La défense, est-ce qu'elle tient face à une telle attaque? Elle le devra, mais je pense que c'est une défense qui est extrêmement solide et qui sera sûrement plus résistante que celle du Barça ou que celle de Lyon. Qui était pourtant très combative. D'autant plus que Marquinhos a un rôle de troisième défenseur, en fait, même s'il joue en milieu de terrain, il vient renforcer cette défense qui est extrêmement solide. Maintenant, le Bayern est habitué à faire face à des murs. Toute la saison, ils sont face à des équipes qui les attendent. Donc, ils parviennent toujours à trouver la solution. Alors, bien sûr, en Bundesliga, il y a peu d'équipes du niveau du PSG. Bon, il y a Leipzig, il y a Dortmund, peut-être Mönchengladbach et Leverkusen qui étaient bons cette saison, qui les ont d'ailleurs battus. Ils ont perdu contre le Mönchengladbach et contre le Bayer Leverkusen. Donc, ce sont sûrement des exemples d'ailleurs dont va s'inspirer Thomas Tuchel dans sa préparation, ce qu'ont réussi et Mönchengladbach et Leverkusen lorsqu'ils ont battu le Bayern en championnat. Mais cette formation du Bayern, ils ont de telles ressources offensives qu'il ne faut pas surtout se focaliser que sur Lewandowski. Parce que lui, comme le disait très bien le préfet, il fixe la défense adverse. Et puis là, vous avez Gnabry, c'était Gnabry contre Lyon, c'était plutôt Thomas Müller, et puis les autres après contre le Barça. Il y a toujours d'autres solutions offensives pour venir porter le danger devant le but adverse. Ce qu'il y a en commun quand même entre la défense du PSG et celle de Barcelone, c'est la faiblesse des latéraux. Et c'est probablement de ce côté-là que peut venir le danger côté Bayern. La faiblesse des latéraux du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain, Kerrer et Bernat. Rémi, pour terminer sur ce match, parlez-nous de cette muraille, de cet épouvantail qu'est Manuel Neuer dans les buts. C'est presque 12 joueurs au lieu de 11 parce qu'il est à la fois gardien et à la fois aussi il sait sortir de sa zone pour jouer balle au pied. Il n'est même pas seulement gardien, il est libéraux et stopper en même temps parce que franchement, quand on voit quand même le camion remorque qu'on appelle, je ne voudrais pas être désagréable vis-à-vis de lui, mais Boateng, c'est trop lent. Et puis, là-bas, il a encore ce côté qu'il aime toujours aller sur un côté parce que c'est quand même un latéral de formation et ça fait qu'il s'oublie souvent. Et du coup, il y a un grand boulevard. C'est le meilleur qui est là. Mais néanmoins, il prend quand même aussi des buts. Il faut se dire qu'il a pris 8. Mais il est un peu comme Müller. Il va mieux, disons, dans cet effectif. Neuer a pris quand même 8. Cela veut dire que s'il n'était pas là, le Bayern aurait pu prendre peut-être 16. Bon, mais en même temps aussi, il faut savoir que ce Bayern-là, même en prenant autant de buts, peut aussi marquer 42. Mais le PSG, qui a aussi une attaque assez bonne, n'a marqué que 25 buts. Et a pris aussi 5 buts. Et comme El Refé disait que le côté des latéraux du Paris Saint-Germain peut être très désagréable parce qu'à une certaine période, si jamais on titularise Coman, justement, et qu'il soit devant, et c'est lui qui justement risque d'être là, et de l'autre côté Gnabry,
ça risque de faire très très mal parce que le Bayern, comme on a vu là, il n'y aura plus certainement le grand boulevard parce que en refaisant le milieu de terrain, c'est-à-dire que Kimmich qui va essayer de monter, on va se retrouver quand même devant une petite fermeture et ça va permettre encore à Goretzka qui sait se projeter d'aller très très vite et il faut savoir quand même qu'il est à près de, je crois, 6 passes décisives ou 9. Rémi, votre pronostic pour terminer? Bon, mon pronostic, c'est que le Paris Saint-Germain va gagner par 2-1. Alejandro? Moi aussi, je vais laisser parler un peu le cœur, donc je dirais une victoire du PSG 3-2. Oula, vous voyez beaucoup de buts. Non, moi je dis une victoire du PSG 1-0. Ah oui, si peu de buts. Alors là, on verra bien. En tout cas, n'oublions pas, ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Paris est magique. Le dernier mot, c'était Neymar. On continue, on va accorder quelques instants. C'est le manque de temps, hein. Je suis désolée, mais on va quand même parler un peu de la Ligue Europa. Il y a une autre finale européenne, mais c'est ce soir, donc en Ligue Europa, 2 compétitions qui coïncident. Alors c'est des fois difficile de parler de tout. En tout cas, le FC Séville de Lucas Ocampos, dont on a déjà parlé cette semaine, et qui a déjà remporté 5 fois cette épreuve, entraîné par Lopetegui, sera opposé à l'Inter Milan de Romelu Lukaku, entraîné par Antonio Conte, le club qui a bien failli ravir à la Juventus son 9e Scudetto cette saison. Est-ce que c'est une finale équilibrée, Rémi Ngono, pour vous, entre ces deux clubs? Très équilibré, dans la mesure où, honnêtement, je ne voyais pas Séville. Et quand j'ai vu Séville, là, finalement, éliminer ceux qui étaient pour moi des favoris, je me suis dit, oh là là, c'est... 5 trophées déjà dans cette compétition. Oui, et de surcroît, ils sont déjà habitués. C'est comme si c'était leur coupe à eux. Et finalement, on se dit toujours que quand Séville arrive à ce niveau-là, il faut déjà commencer à prêter la table. Parce que, bon, eux, ils ne cherchent pas la grande Ligue des Champions, mais ils sont toujours là avec les Europa League, ils les alignent et c'est tant mieux. Donc, comme le dit un proverbe africain, mieux vaut un petit poisson que de chercher des gros cafards. Donc, au moins cela, avec ce Séville qui est toujours là, et l'Inter aussi, qui quand même depuis, je crois, 11 ans, court derrière un trophée européen, 10 ans. ne va pas aussi se laisser faire comme ça. Et Inter a quand même une très, très bonne équipe. Donc, moi, je me dis, ce ne sera pas facile cette fois-ci pour Séville, mais je crois que l'Inter a beaucoup plus d'armes que ce Séville. Alejandro. Oui, je suis assez d'accord avec Rémi. Je pense que l'Inter est bien armé, que le duo Lukaku-Lautaro Martinez marche extrêmement bien en ce moment, que cette équipe a très bien fini la saison en Italie, puisqu'elle a fini à un seul point de la Juventus. Et à 10 ans de sa victoire face au Bayern en finale de Ligue des Champions, ça paraît assez logique qu'elle puisse fêter ça en gagnant cette Ligue Europa. Xavier Barré. Oui, il y a plus de talent individuel du côté de l'Inter. Maintenant, je ne suis pas du tout fan du jeu prôné par Antonio Conte, alors que Séville est une équipe qui pratique un très beau football, très séduisant, et qui a aussi une vraie qualité. C'est un club, et le retour de Monchi comme directeur sportif après sa brève escapade à Rome le confirme. C'est un club qui n'a pas son pareil pour justement savoir piocher entre guillemets des joueurs moyens, les valoriser, les faire monter et donc avoir une équipe performante. Donc moi j'avoue que j'ai un petit faible pour ce Séville-là, même si sur le papier c'est l'Inter qui m'apparaît comme le favori. On en parlera donc dans Radio Foot International la semaine prochaine de cette finale qui se déroule ce soir. Il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a la Ligue 1. Allez, retour sur terre, comme l'ont dit nos camarades de l'équipe hier, le championnat de France. Il est de retour après l'interruption due au coronavirus, après ce brusque arrêt décidé par les dirigeants politiques français. Le football reprend dans l'Hexagone. On avait eu un avant-goût avec les 2 finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. C'était au Stade de France à la fin du mois de juillet, remporté les 2 par les Parisiens. Ce soir, la reprise commence sur la côte atlantique par un Bordeaux-Nantes. Alors en fait, c'est une affiche qui remplace un match qui aurait dû avoir lieu, qui était programmé, c'est Marseille-Saint-Etienne. Mais en raison de la pandémie, en raison de la contagion dans l'effectif marseillais, le match a dû être reporté. La saison
avec cette pandémie comme épée de Damoclès. Il faut s'y habituer. L'entraîneur du SCO d'Angers, Stéphane Moulin, vous allez l'entendre, ne semble pas trop inquiet. Il est au micro de Thomas de Saint-Léger. Il y aura un match de temps en temps peut-être reporté, il y aura des cas parfois dans certains clubs, un cas, bon voilà, ça n'empêchera pas de fonctionner. Enfin, je suis pas, on n'est pas dans la même situation qu'il y a 4 mois, hein. Il me semble pas en tout cas. À quoi va ressembler cette année de Ligue 1, Xavier Barret ? Ça va être une année bizarre parce qu'il y a déjà pour la première journée, non pas 1, mais 3 matchs reportés. Alors 2 pour des raisons de Coupe d'Europe. Je parlais du match d'ouverture. Voilà, le PSG et Lyon, plus l'OM. Donc vous avez une première journée de championnat de Ligue 1 sans le PSG, sans Lyon et sans l'OM. Et accessoirement Saint-Etienne. Donc, sans les grands clubs. Voilà, ça fait... Si, il y a Nantes quand même qui est là, heureusement, pour finalement ouvrir ce championnat. Les Canaries qui jouent à Bordeaux, ce qui reste une grande affiche du championnat. Mais c'est vrai que c'est pour une grande affiche des années 80. pour ouvrir. Bon, ils ont quand même été encore champions dans les années 2000, Nantes en 2001, Bordeaux en 2009. Bon, donc ça reste quand même des grands noms du football français. C'est sûr que, mais bon, sans le PSG, sans l'OM, sans Lyon, c'est une première journée qui très bizarre. Et je crains malheureusement que ce soit un championnat qui soit effectivement très perturbé parce que les protocoles mis en place par la Ligue de football professionnel sont extrêmement sévères. C'est-à-dire qu'à partir de 4 joueurs contaminés, on reporte le match. C'est pour ça qu'on commence très tôt peut-être. Voilà, il y a certains entraîneurs et certains dirigeants de clubs, à commencer par le président Kita d'ailleurs il y a déjà quelques semaines dans l'équipe, qui s'étaient étonnés de cette rigueur excessive à ses yeux et à leurs yeux en général de la Ligue. L'UEFA d'ailleurs ne s'embarrasse pas de ce genre de considération. La Ligue des Champions et l'Europa League et la Ligue Europa qui vont reprendre dans un mois, si le club ne peut pas aligner une équipe, hop, il sera déclaré. Une équipe, ça veut dire 13 joueurs négatifs. Voilà. Quels que soient les cas positifs. Exactement. Donc on va avoir beaucoup d'équipes B qui vont jouer cette année. Alors, en Coupe d'Europe, on verra comment ça se présente, mais dans le championnat de France, je crains surtout qu'on se retrouve avec un calendrier ingérable. Parce que là, vous avez 3 matchs reportés déjà donc à la semaine du 16 septembre, mais on sait déjà que le calendrier, avec les Coupes d'Europe qui vont être sur une période ramassée, avec 3 trêves internationales, avec non pas 2, mais 3 matchs tout cet automne, là, septembre, octobre, novembre, avec les qualifications pour l'Euro 2020. Tous les calendriers sont en retard. Et voilà, donc ça va être injouable, ce système de report, et je pense qu'il va falloir que la Ligue revoie rapidement le protocole sanitaire pour l'assouplir un petit peu et permettre aux clubs d'aligner des équipes, même s'il y a un nombre de joueurs non pas malades, mais déclarés positifs un peu supérieur à ce qui est actuel. Alejandro, en plus, on se retrouve avec un championnat de France à huis clos pratiquement. Enfin, 5 000 spectateurs perdus dans des enceintes de 20 000, 40 000, 60 000. C'est vrai, même si les préfets ont la possibilité d'élargir, disons, la jauge quand ils le jugent convenable. Bon, là, on est dans une période compliquée parce que les cas augmentent, donc la précaution prime surtout, mais peut-être que dans quelques semaines, on pourra voir des stades un peu mieux remplis, en tout cas. Cela dit... les campagnes d'abonnement ont été compliquées. Oui, tout est compliqué, c'est sûr. Après 6 mois pratiquement d'arrêt du championnat, moi je suis très content de retrouver la Ligue 1 parce que même si on a tendance à la décrier, je pense que les championnats restent les rendez-vous les plus importants pour les amateurs de football. Et je pense que la France avait besoin de retrouver sa Ligue 1. Rémi, de toute façon, malheureusement, c'est aussi d'une certaine façon, on n'a pas le choix. Ni les dirigeants du football français, ni bientôt ceux de la Ligue espagnole, de la Ligue allemande ou italienne. Il faut reprendre à un moment. Oui, il faut reprendre. Bon. Et bien sûr que la billetterie n'a pas toujours été le côté très fort de la France, dans la mesure où elle représente quand même 23% pour tout le des monde. recettes. Mais dans d'autres pays, ce sera un peu plus grave parce que la billetterie, par exemple, en Allemagne, est un peu plus forte encore. Et surtout, les produits dérivés dans les stades, ça se vend beaucoup. Donc, au niveau de la France, cependant, j'ai une inquiétude parce que je sais déjà que les clubs français étaient dans le rouge. Alors, comment est-ce que ça va se passer? D'autant plus que je sais que le mercato sera encore beaucoup plus difficile pour eux. Comment est-ce qu'on pourra gérer cela? Donc, alors que les salaires jusqu'à présent n'ont pas été renégociés à la baisse, ailleurs, les salaires ont été revus à la baisse, c'est-à-dire que ce soit à la Ligue, même en Première Ligue. Aujourd'hui, en France, on s'est dit que presque c'est les mêmes, on repart sur les mêmes salaires.
alors qu'on n'a pas les mêmes rentrées et autre chose. Si, parce qu'on a des droits télé supplémentaires. Je ne sais pas si Rémi Ngono a suivi l'actualité récente, mais il y a un nouveau contrat télé qui débute là avec les Espagnols de Mediapro, en tout cas pour ce qui est de la diffusion en France, puisqu'en Afrique c'est toujours Canal+ qui a les droits. Mais pour ce qui est de la diffusion en France, c'est le groupe Mediapro avec la chaîne Téléfoot, et ils payent... C'est un groupe sino-espagnol. C'est pas qu'espagnol, c'est chinois. Et ils payent un tiers de plus de valeur pour les droits télé, puisqu'on est sur des droits télé pour le football français professionnel de 1,2 milliard, là où on était avant à 800 millions. Donc, ces droits télé supplémentaires permettent de couvrir en grande partie les pertes liées à l'arrêt de la compétition et à la crise du coronavirus. Pas en totalité, mais en grande partie. Donc, le football français est dans l'immédiat à l'abri de la catastrophe, ce qui n'est pas le cas d'autres sports professionnels d'ailleurs en France. Mais il va falloir voir ensuite maintenant sur la durée, parce que vous l'évoquiez, la jauge à 5000 spectateurs maximum, ça pénalise durablement les clubs qui ont fait des gros efforts pour développer la vidéo, l'affluence, la billetterie et l'affluence au public, et notamment le PSG et Lyon, et Marseille, les locomotives du football français qui ont des grands stades et qui jouent beaucoup sur cette billetterie. Donc ça, c'est un vrai souci. Les clubs français ont intérêt à suivre l'exemple de Lyon, parce que s'ils font une bonne campagne européenne, ils vont aussi gagner de l'argent. Lyon a quand même réussi de belles entrées et ça pourra compenser aussi tout ça. On verra ça. En tout cas, un coup de chapeau à nos confrères justement de cette nouvelle chaîne qui retransmettra l'essentiel des matchs de la Ligue 1 pour ce qui est de la France, la chaîne Téléfoot. Elle a commencé d'ailleurs à émettre, ça fait pratiquement 2 heures, avec en cadeau aux nouveaux abonnés eh bien, cet entretien avec Zinedine Zidane, triple vainqueur en tant qu'entraîneur de la Ligue des Champions, vainqueur aussi au Real en tant que joueur, le Marseillais qui donne son avis sur la finale de la Ligue des Champions. La finale, on sait ce que c'est. La finale, il n'y a pas de favori. Il faut être bon ce jour-là. C'est le jour J. Il y aura deux grandes équipes, deux belles équipes, parce que c'est pas un hasard. Je veux dire, celui qui arrive en finale, c'est qui le mérite. C'est une compétition très difficile. Et donc là, Paris mérite d'être en finale. D'avoir ces clubs français, en tous les cas, à ce niveau de la compétition, c'est top pour le football français. Top pour le football français, nous dit Zinedine Zidane, qui était en France pour une promotion de ces salles de football. Rendez-vous donc sur l'antenne de RFI dimanche soir, Alejandro, la formule magique qui gagne toujours. À partir de 20h40, on va faire une soirée spéciale avec évidemment un plat principal, la grande finale. La finale entre le PSG et le Bayern. Dernière session de ce Café des Sports, les cartons. Carton jaune. Un carton là. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Rémi Ngono. J'aurais voulu donner honnêtement un carton vert à Davis, ce joueur canadien dont on parle beaucoup, Alphonso Davies, mais qu'il faut quand même rappeler qu'il nous vient de l'Afrique. C'est-à-dire du pays de George Weah. Il a quitté ce pays-là pas qu'il a quitté ce pays-là, ce sont ses parents qui ont eu à quitter ce pays-là à cause de la guerre. Et puis ils sont partis au Nigeria, au Ghana d'abord, pour aller se réfugier. Ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient totalement rien. Et puis ils ont quand même eu un enfant dans un centre de réfugiés. Et finalement, dans ce centre de réfugiés, eh bien, le petit Davis a appris à grandir jusqu'à ce qu'il arrive quand même aux États-Unis. Et il faut quand même se dire que... au Canada. Il faut quand même se dire que ce n'est que dernièrement, le 6 juin 2019, qu'il a eu la nationalité canadienne. Grâce, bien évidemment, pour qu'il intègre la passion du football, un club de football, c'est toujours des gens qui sont venus en aide pour l'aider. Ceux qui se moquaient de lui se disaient que non, il ne peut pas arriver à un tel sommet. Mais en fin de compte... Donc c'est quel carton, Rémi ? C'est le carton vert, comme une laitue, comme une belle salade, comme on dit toujours que... L'espoir, la couleur de l'espoir. Comme on dit toujours que les belles laitues poussent toujours sur du fumier. Bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a de belles histoires comme celle d'Alphonso Davies. Au Danemark, il y a un international qui s'appelle Pione Sisto, qui est pareil, est né d'origine soudanaise dans un camp en Ouganda.
ou au Kenya et qui a ensuite grandi au Danemark. Donc c'est de très belles histoires, effectivement. Ouais, de belles histoires et ensuite de belles carrières, parce qu'il est tellement doué qu'on va le voir encore avec le Bayern. Xavier? Moi, je vais donner un carton jaune teinté d'orange aux dirigeants du FC Barcelone, qui aiment bien, châtient bien. Donc le Barça nous a donné un spectacle assez désastreux ces dernières semaines, bien sûr sur le terrain, mais aussi surtout en coulisses. Et là, ça a été une vraie catastrophe. Et on a vu les résultats cette semaine avec la mise à l'écart de Quique Sétienne. Bon, ça, on s'y attendait. Et puis donc la démission contrainte d'Eric Abidal, qui a été un directeur sportif depuis 2 ans. Et donc maintenant, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est une vraie foire d'empoigne à la tête de ce club avec la perspective de nouvelles élections présidentielles dans quelques mois. Et donc ces dirigeants qui ont été en dessous de tout n'ont pas su donner au Barça les renforts qu'il méritait. Et pour exemple, je vous cite juste la liste des recrues qui ont été amenées ces derniers mois. Malcolm, Murillo, Kevin Prince Boateng, Marlon, Douglas, Paco Alcacer, Lucas Digne, André Gomez, Silesen, Braithwaite, on pourra en citer d'autres. Donc on voit il y en a des plus prestigieux aussi. Oui, mais le gaspillage, parce que tout ça, ce gaspillage qui a été fait par ces dirigeants incompétents, vivement qu'on retrouve à la tête du Barça des gens dignes de l'histoire de ce club. Ah oui, ça, je serais d'accord avec lui, que de renvoyer Abidal, que de renvoyer tel ou tel, qu'on me renvoie d'abord 2 personnes, deux. C'est-à-dire que le président Bartomeu et Lionel Messi, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit le poisson pourrit toujours par la tête. Non, mais là, je pense que tu t'égares un peu, mais il peut y avoir du vrai, mais pas là. Alejandro, laissez-les digresser sur le Barça. En tout cas, coup de chapeau à Ronald Koeman, qui me semble avoir les qualités pour faire ce travail. Sinon, un carton vert à l'Olympique Lyonnais, parce qu'ils nous ont offert quand même une très belle finale 8. Avec toutes ces émotions, y compris l'élimination de la Juventus, puis de Manchester City. Donc pour un club qui avait cessé de jouer au mois de mars, je ne peux que tirer un coup de chapeau à la préparation de cette équipe qui est arrivée en grande forme à Lisbonne et qui a réussi une très belle campagne et qui sort de cette Ligue des Champions par la grande porte. On se rejoint, Alejandro Valente, sans avoir partagé ni communiqué, puisque nous aussi, l'équipe de Radio Foot, on voulait remettre ce carton vert à cette équipe qui nous a impressionnés, qui a été superbe et super au long de son parcours. Qui a respecté ce que j'avais dit par rapport à Xavier Barret qui disait qu'on a arrêté le championnat en France. Ils vont arriver, ils seront cramés. Les autres, ils ont joué, les équipes françaises. Voilà Paris Saint-Germain qui est en finale. Voilà Lyon qui a terrassé. Ils étaient athlétiquement forts. Xavier Barret, présente tes excuses. Exactement ce que j'ai dit. Exactement ce que j'ai dit. Toi qui voulais décidément, on est d'accord 2 fois aujourd'hui. C'est quand même assez exceptionnel. Allez Lyon, et surtout bonne chance pour le championnat de France, parce que s'ils veulent revenir en Ligue des Champions l'année prochaine, il n'y a pas le choix, ça sera 1re ou 2e place de la Ligue 1. C'est la fin de ce Radio Foot International. Vous pouvez donc nous réécouter sur toujours la page Facebook de Radio Foot. Vous pouvez aussi nous voir en vidéo. Et puis si vous avez le temps durant le week-end, écoutez les podcasts qu'ont fait nos camarades du service des sports, et notamment Hugo Moissonnier et Martin Gasse pour ce qui est du premier numéro, Match Retour, où ils essayent de se projeter dans un monde futur, pas forcément idéal, et où ils imaginent le football de demain. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé aujourd'hui à préparer cette émission. Alice Ménard était donc à la réalisation. Il y avait à la réalisation vidéo Yann Bourdelas. Et on vous dit à la semaine prochaine, à lundi. Et à dimanche, pour ceux qui voudront écouter la spéciale la finale des Ligues des Champions. Sur RFI. Et lundi, en cadeau, il aura le retour de Habib Beye sur l'antenne de Radio Foot International. Il revient, notre ami sénégalais. Et donc, on se régalera aussi lundi dans l'émission. Merci et allez, bonne chance au PSG. CSB Productions et RFI Talent présentent Sidi Bémol. Découvrez Chouf, le nouvel album du groupe algérien. Un disque résolument rock réalisé avec la complicité du célèbre guitariste anglais Justin Adams. Plus d'infos